À l'époque, il n'a que 2500 soldats en Angleterre et le ralliement du Tchad, de l'Oubangui-Chari et du Cameroun y apporte 16 000 tirailleurs, c'est-à-dire 8 fois plus que ce qu'il a en Angleterre. Nous allons débarquer en 1944, exactement le 16 août 1944. On a embarqué le soir, le 15 août. Le 15, le 16, le 17, on a débarqué à Saint-Tropez. Là, c'est la bagarre. Libérer Paris. Je le dis, mais vous ne pouviez pas nous empêcher de prendre Paris. Peut-être qu'un seul serait arrivé au pied de la Tour Eiffel. Mais quand vous dites à des gars qui se battent depuis 4 ans, du fond du monde, vous leur dites, c'est Paris. Mais non, c'était bille en tête, on libère Paris. C'est-à-dire que moi, j'étais chef de char à l'époque et je connaissais la route, mais les yeux fermés. J'étais à la tourelle avec mon micro et je disais à mes camarades de char, la route va tourner, la route va monter. Maintenant, il y a un autre virage à gauche. Je connaissais la route par cœur et je pleurais. J'étais libérateur. Nous avons été jusqu'en Allemagne, nous avons traversé toute l'Alsace, c'est nous qui avons libéré Thann, Vieux-Thann, Cernay, Obernai, c'est nous qui avons pris Strasbourg. Le quartier de la Montagne Verte à Strasbourg, c'est nous, Sénégalais, qui l'avons pris au corps. On était bien accueillis, on a des fleurs et tout. On avait du snaps en Alsace et voilà, on était très comblés. Après la guerre, on a fait les comptes. Alors il y a une histoire de légende, que finalement la libération de la France avait été en somme le fruit d'opérations de la résistance et d'une armée métropolitaine. Mais non, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas oublier que par exemple les troupes du général de Gaulle au début de la France libre, il y avait 66% d'Africains. Les Français libres, vous savez combien il y en a eu pendant la guerre entre l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine? 53 500. 53 500 bons hommes, moins les services. Ça fait pas beaucoup de monde sur le terrain. Hein. Les Français ne veulent pas que l'on parle de cette époque. Parce que trop peu se sont mêlés au combat et trop peu se sont battus. Au moment de la libération et tout, on était confiants. Hein? On était confiants, on se disait que la France est reconnaissante à notre endroit. Et on s'est trompé parce que dès la libération, avec les anciens combattants français et nous, il y avait une différence de pension. Moi, invalide, mon homologue français, au même grade que moi et même ancienneté que moi, touche 4 fois supérieur à ce que je touche. Et lui, il les touche par mois et moi, je les touche tous les 3 mois. Toujours nous comptons sur la France. Parce que nos maris ont fait la guerre pour la France. Ils sont décédés pour la France. La France doit nous payer quelque chose qu'on peut vivre un peu avant de décéder. Parce que tous les veuves partent rejoindre leur mari. C'est dur. Mon grand-père a fait 14-18. Mon père a fait 39-45 et moi j'ai fait Indochine Algérie. Et j'ai rien. On ne peut pas imaginer que cette affaire-là puisse en rester là. Ça n'a pas de prix. Les gens qui ont donné leur vie, leur jeunesse à ce pays, ça n'a pas de prix. Je crois que si la participation de l'Afrique à la guerre n'avait pas été ce qu'elle a été, quand je parle de l'Afrique, je parle aussi bien de l'Afrique au sud du Sahara que l'Afrique au nord, l'Afrique du Nord. Pour moi, l'Afrique est une de ce point de vue-là. Si cette participation n'avait pas été ce qu'elle a été, je ne pense pas que la France aurait été admise après la Deuxième Guerre mondiale comme puissance parmi celles qui vont avoir le veto au Conseil de sécurité. Sans l'empire africain de la France, jamais la France n'aurait eu de place au Conseil de sécurité. Les Américains y étaient farouchement opposés. D'ailleurs, encore aujourd'hui, les votes à l'ONU et au Conseil de sécurité, c'est bien l'Afrique, les pays africains
au moins les pays africains francophones, qui apportent leur soutien à la France et qui fait de la France aujourd'hui une grande puissance. Écoutez. Je dis que, comment pouvez-vous imaginer que ce peuple français ne puisse pas trouver de défenseurs en Europe, en son propre sein, et qu'il faille aller en Afrique pour lever un corps expéditionnaire de 6 millions de personnes, dont des gens qui n'ont jamais vu la France ni d'Adam ni d'Ève. Et ce sont ces gens-là qui, effectivement, vont, si vous voulez, comment dirais-je, défendre la France. Parmi eux, il y avait des Dahomey. Il y avait des Dahomey dans le maquis de Vercors. Mais on n'a pas tout le monde sénégalais. Tout le monde ne peut pas être sénégalais. Il y avait des Dahomey, il y avait des Guinéens, il y avait des gens de toute origine. Et ces gens-là, on les caricaturait. On les nourrissait mal. Ils venaient dans le froid, etc. Mais Hitler a dit, puisque j'ai compris trop tard que c'est de l'Afrique que vient le danger, je vais lever un corps expéditionnaire terrible qu'on appelle l'Africa Corps, de l'amiral Rommel. Et on va aller là-bas pour prendre la France à revers et on va détruire le bataillon de l'Afrique noire. Et là, on a lâché maintenant les troupes nègres qui ont battu les Allemands au niveau de Tripoli, au niveau de Benghazi, au niveau de la Cyrénaïque. On a battu. Les nègres ont battu. C'est ça le salut de la France en fait. Le salut de la France n'est pas venu de parachutage tardif des Américains. Comme on a fait là, on a même oublié de dire ce que les nègres ont fait. Mais on a emmené quelques chefs d'État africains comme d'habitude pour jouer aux enfants d'école. Mais c'est-à-dire que c'était pas sérieux. Et ce sont les Africains qui ont fait la vraie bataille, c'était en Libye. La vraie bataille qui a sauvé la France. Quand nous, on les a sauvés maintenant, je ne dis pas ces Africains qui ont participé à l'effort de guerre de la France. Moi, je dis ces Africains qui ont libéré la France. Moi, je dis comme ça, c'est ça que j'ai dit à Charles Onana. La prochaine fois que tu écris le livre, il faut mettre ces nègres qui ont libéré la France. Parce que tu dis la vérité en se faisant. À chaque conflit militaire, la France s'est tournée vers ses colonies. Force d'appoint, force de frappe, force noire, souvent jetées en première ligne. 14-18, Seconde Guerre mondiale, guerre coloniale, 1 million d'hommes, des tirailleurs, appelés sénégalais, sont venus d'une vingtaine de pays d'Afrique pour sauver cette patrie lointaine. Après la gloire, la décolonisation les a écartés de l'histoire. En cette veille de 11 novembre, le combat d'un Martiniquais nonagénaire, il demande la reconnaissance nationale pour lui et ses compatriotes noirs qui ont participé au débarquement de Provence durant la Seconde Guerre mondiale. Ces médailles, il les a gagnées en 39-45, il en est fier, mais pas heureux pour autant, car il lui manque la plus importante de toutes, la Légion d'honneur qu'il réclame pour lui et ses compagnons dissidents, en vain, jusqu'ici. Nous étions le premier bataillon antillais, composé uniquement, je le répète encore, d'Antillais et de Sénégalais, préparés, instruits, envoyés à la boucherie, à l'abattoir. Nous étions au premier rang, à Cavalère. Celui qui n'a pas connu Cavalère, c'était l'enfer. Maurice Fanor a grandi dans ce quartier de Trinité et c'est de là qu'il est parti à la guerre après avoir entendu parler de l'appel du général de Gaulle. D'abord la Dominique en canot, puis les États-Unis, avant le débarquement de Cavalère en Provence, pour libérer la France avec tous ceux, à commencer par les tirailleurs sénégalais qu'on appelait alors les indigènes, comme le film du même nom qui vient de les réhabiliter. Maurice Fanor n'a gardé aucune photo, aucune image de la guerre, sauf cette carte de combattant, le souvenir d'un passé glorieux, mais qui fait place chaque fois qu'il en parle à une profonde amertume, toujours cette maudite histoire de Légion d'honneur. La ministre de Mme Alliot-Marie est passée en Martinique. Le président l'a interpellé pour lui dire « Madame, pourquoi vous nous avez refusé la Légion d'honneur ?» Elle a répondu « Ce n'est pas un refus, mais c'est que les dossiers étaient incomplets. » Une ingratitude que Maurice Fanor a du mal à s'expliquer. Il continue néanmoins, à 91 ans, d'espérer que l'oubli finira par être réparé avant qu'il ne soit trop tard. Un citoyen français entré dans l'armée française comme un Français de plein exercice, si je puis m'exprimer ainsi. Son uniforme était un uniforme de soldats français. Tandis que le sujet français, lui, il était un tirailleur sénégalais. Avec sa chéchia, ses bandes moltières
et tout le reste, il y avait une nette différence entre le fait d'être citoyen et d'être sujet français. La Première Guerre mondiale, qui éclate en Europe, est aussi l'affaire de l'Afrique. Puisque le rêve de grandeur des puissances européennes, c'est en Afrique d'abord qu'il s'exprime. Une réalité se fait jour trop rarement mise en évidence. En 1914, les colonies africaines représentent la plus grande longueur de frontières communes aux belligérants européens. Cela explique en partie que l'Afrique sera doublement impliquée dans ce conflit mondial, à la fois comme terre de combat et comme réservoir de combattants. En France, très préoccupé par la crise démographique de son pays, le colonel Mangin avait publié en 1910 un ouvrage à succès, La Force Noire. Les troupes noires, y écrivait-il, ont les qualités que réclame la guerre moderne: rusticité, endurance, instinct du combat, absence de nervosité. Leur arrivée sur le champ de bataille produira sur l'adversaire un effet considérable. Et même si le gouvernement ne retient pas l'essentiel des propositions de Mangin, la France va tout de même se distinguer. Alors que les troupes coloniales des autres puissances belligérantes restent confinées sur le continent, la France mobilise les siennes sur le front européen. Au départ, c'était volontaire. Ceux qui avaient la volonté de continuer le combat du côté français levaient le doigt et on les prenait d'office. Deuxièmement, si l'effectif n'atteint pas ce qu'on veut, ce que souhaite la France, on exige et on impose un quota à telle famille ou à telle autre famille parce que le roi connaît là où il y a des hommes valides. Et il connaît dans chaque foyer, dans chaque famille, les éléments les plus solides de chaque famille. Donc, on exige que, on fait la liste, chez vous, telle personne sont prises. Et si les personnes ne veulent pas y aller, les personnes disparaissent dans la nature, c'est-à-dire ils fuient, elles fuient. Et de fil en aiguille, on recueille un nombre plus élevé afin de continuer la participation militaire sur le terrain. France va coloniser Mauritanie, Sénégal, Guinée, Côte d'Ivoire, tout, partout, jusqu'à l'AOF, toute l'AOF. C'est la France qui commande. Quand on a 300 militaires, 300 balais, militaires. Tu as l'âge de 17 ans, à 18 ans, seulement, obligatoirement, tu vas faire la guerre. C'est la force. Il a la force. Si tu refuses de partir, on te fout en prison, ou bien on te fout ton père en prison. C'est obligatoire. Tous les jeunes hommes devaient aller à la guerre. Mon oncle fut recruté et ma grand-mère, qui ne voulait pas qu'il parte, décida de le cacher. Elle partit vers une terre que je connais très bien et qui appartenait à sa famille. Il y avait là une cascade et beaucoup de végétation. Elle y cacha mon oncle pour que personne ne le trouve. Mais les parents de ces jeunes hommes étaient victimes d'intimidation. On leur disait: nous savons que vous avez un fils et vous devez nous le remettre, sinon nous confisquerons votre bétail. Il faut savoir que le bétail constituait une bonne part de la richesse des gens et surtout des hommes. C'était comme leur compte en banque. Je comprends que sous cette menace, mon grand-père ait convaincu ma grand-mère de livrer leur fils. To reveal where my uncle was.
Taule hola ate buko kulubaku. Holil. Ikati body ho. Njele sigo. Ihas mante panoket bara banyila bunjida palam panjokel. Bukula be kun hana kola. Atu balak lawo boda bara ko kono jotum kon ko jetu mon. Atu bolal. Kon ko jetu mon. Atu bolal. C'était la situation tragique des sujets dans une colonie. Personne ne s'est donné la peine de venir informer mes grands-parents du sort de leur fils. Sûrement que personne n'était même capable de dire où il était tombé. Ma grand-mère a pleuré jusqu'à la fin de ses jours, se demandant toujours comment son fils était mort. Une fois que la personne meurt, la personne est enterrée dans son terroir près des siens. Ceux qui sont décédés avant là, on est enterré. Sinon, il y a des pratiques pour appeler l'âme de la personne là où elle est décédée, afin de procéder aux cérémonies nécessaires pour ramener la personne près des siens ici. Et pour ramener, c'est beaucoup plus difficile que pour enterré sur place. Donc, il y a cette conception qui fait que on n'a pas envie de mourir ailleurs, dans un autre pays, pour qu'on fasse des cérémonies de rapatriement ou des cérémonies de retour de l'âme auprès des siens. Le recrutement de soldats noirs et le choc qu'il provoque dans de nombreux pays d'Afrique va donner un nouveau souffle à des mouvements d'inspiration prophétique, tels au Nyasaland, l'actuel Malawi, le mouvement qu'anime John Chilembwe, pasteur baptiste et agitateur politique qui mène une violente croisade contre la guerre. Le pasteur Chilembwe sera arrêté et fusillé. Surmontant une opposition afrikaneur très sensible à la propagande pan-germaniste, le gouvernement sud-africain s'engage aux côtés des Alliés. The spectre of Africans. La vision de Noirs armés était un cauchemar pour les Sud-Africains blancs, profondément marqué par le précédent de la guerre des bourgs. À cette époque, de nombreux Africains armés pour la guerre s'étaient servis de leurs armes pour reprendre leurs terres. Et ils y étaient parvenus dans certains endroits. Après la guerre des bourgs, les Britanniques se sont empressés de désarmer les Noirs pour éviter que ce cauchemar ne se reproduise. Les Blancs étaient unanimes. Il ne faut pas donner d'armes aux Africains. Et ils furent recrutés comme porteurs ou responsables de transport durant la Première Guerre mondiale. Et certains furent même envoyés en Europe. Sur le terrain des combats en Afrique, il faut mobiliser le moins de troupes possible, jugées plus utiles sur le front européen. Mais alors que le Togo allemand tombe en quelques semaines, la bataille menée par les Britanniques et les Français au Cameroun sera plus longue, 18 mois, et plus meurtrière. Avec cette singularité que pour la première fois, elle oppose des soldats noirs présents des deux côtés. C'est également le cas en Afrique orientale, où des soldats professionnels noirs, des askaris, sont placés sous le commandement du général allemand von Lettow-Vorbeck. Ces askaris parviennent durant toute la guerre à fixer 150 000 soldats alliés et leurs troupes noires, qu'elles soient sous le drapeau britannique, belge ou sud-africain. Sur le front européen, les terribles combats de la fin 1917 mettent les troupes noires à forte contribution. Mon père a inhalé de gaz et tout le reste de sa vie, il a mené une vie de souffrance. On faisait des trucs de verre, de ventouses qu'on lui faisait, on coupait le corps pour qu'il puisse respirer bien, mais rien à faire. Il est décédé des suites de cette gaz. Donc, de ce gaz. Et il nous a toujours expliqué. Mes grands frères sont là.
ils peuvent témoigner. Il nous a toujours expliqué les méfaits, les atrocités de la guerre. Et c'était triste d'aller s'intoxiquer à un autre front qui n'est pas le vôtre. Au début de 1918, la plupart des belligérants ne peuvent que constater l'épuisement de leurs troupes et l'absolue nécessité de les renforcer. Il faut donc recruter de façon plus importante. C'est à Blaise Diagne, député du Sénégal, que le chef du gouvernement français, Georges Clemenceau, avec une certaine habileté politique, fait appel. Nommé haut commissaire de la République, Diagne effectue donc une tournée de sergents recruteurs dans les colonies. Il y multiplie les promesses susceptibles d'améliorer le sort de ses frères à l'issue du conflit. Mais la plupart de ces promesses, celles notamment d'une citoyenneté accordée pour service rendu à la patrie reconnaissante, ne seront pas respectées. Jusqu'à aujourd'hui, la France n'a pas honoré ses promesses. Si on voulait tirer une conclusion, on peut dire que bon, les Français ne sont pas reconnaissants. Puisqu'ils ont promis, on les a suivis, et après, ils n'ont plus honoré leurs promesses. C'est ce qu'on peut dire. Et on croise les bras pour attendre d'autres choses. Mais nous disons, enfants, vous aurez encore un autre problème et vous avez besoin de nous encore. On arrive, on vous attend. Le pasteur John Chilembwe avait mis en garde ses compatriotes contre cette guerre entre Blancs dont les Noirs ne pourraient sortir que perdants. Et de son côté, le gouverneur général allemand du Togo, von Thüring, dans les mois précédant le conflit, avait multiplié les télégrammes à Berlin pour déconseiller à son gouvernement d'offrir aux Africains le spectacle de déchirement entre les Blancs. Le traité de Versailles va donner raison à l'un et à l'autre. L'Afrique ne gagne rien pour sa participation à la victoire et demeure sous tutelle européenne. La France et la Grande-Bretagne se partagent le Togo et le Cameroun, tandis que la Belgique et la Grande-Bretagne reçoivent les dépouilles de l'empire est-africain de l'Allemagne. L'Afrique du Sud se voyant attribuer pour sa part le sud-ouest africain. Mais dans le même temps, le doute sur la supériorité de l'homme blanc s'installe dans l'esprit des Africains. Ils ont appris qu'il y avait de bons et de mauvais blancs et que l'on pouvait tuer ces derniers. Le piédestal de l'homme blanc vacille. Que va représenter pour les Africains la nouvelle guerre mondiale qui se déclenche? Une guerre de blancs qui ne les regarde en rien mais va se dérouler en partie sur leur sol. Une guerre qui les verra participer à de nombreux combats et leur donnera le sentiment justifié d'avoir joué un rôle important dans son dénouement. Une guerre, enfin et surtout, qui les mettra face à face, camp contre camp, dans un affrontement meurtrier. Mai 1940, les troupes d'Hitler envahissent la France qui capitule. Auch hier wieder die Kulturträger der Grand-Nation. Diese fremdrassigen Hilfsvölker rief Frankreich zur Schande Europas ins Land und feierte sie als seine schwarzen Brüder. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. La défaite de la France. Comment va-t-on réagir à ce séisme dans ces colonies d'Afrique? Comment va-t-on accueillir la politique de collaboration du maréchal Pétain? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Connais pas Maréchal Pétain? Non, connais pas. Grand chef, commande Afrique tout. Commande tout. Maréchal Pétain. Commande papa, moi, maman, moi? Oui, Maréchal Pétain, commande lieutenant, adjudant,
Caporal, tout. Bon, commande papa, moi, maman, moi, commande moi. Curriculum. Et le chef de la France. Bon, compris maintenant? Chef de la France? Oui, compris. Gouverneur du Tchad, le Guyanais Félix Éboué se rallie à la France libre dès le mois d'août. Ce geste décisif va faire basculer dans les semaines qui suivent la totalité des pays de l'Afrique équatoriale et le Cameroun. Nommé gouverneur général de l'AEF par De Gaulle, Félix Éboué est le premier noir, et qui plus est descendant d'esclaves, à accéder au poste le plus élevé de l'administration coloniale. Jamais les colonies françaises n'avaient eu à jouer un rôle de cette importance. Elles sont, écrit le général de Gaulle, le creuset de la France libre et le point de départ d'une reconquête française de l'Europe. Mais dans l'immédiat, leurs soldats, engagés volontaires ou recrutés de force, se retrouvent opposés des deux côtés de la fracture française. Ainsi, une partie de la force noire demeure sous la coupe de l'État français, c'est-à-dire du maréchal Pétain et des gouverneurs généraux qui lui sont restés fidèles. Ces hommes seront amenés à combattre leurs frères ralliés à De Gaulle, notamment ceux qui débarquent au Liban en 1941 et se lancent avec le soutien des Britanniques à la reconquête de Damas. Si les Alliés peuvent avancer sur tous les fronts à la fois, en Europe, en Asie et en Afrique, c'est qu'ils ont accès en toute sécurité à des matières premières que la guerre a rendues inexploitables chez eux, mais qui abondent en Afrique, où ils développent les transports nécessaires pour les acheminer. Dans les colonies françaises, coupées en deux, la ponction économique est sans précédent, aussi bien en Afrique équatoriale qu'en Afrique occidentale, où les vichistes entreprennent la construction d'une ligne Méditerranée-Niger qui restera inachevée. La bataille en Afrique orientale illustre l'intensité de l'affrontement entre troupes noires. Les Italiens ont recruté des Somaliens colonisés et des Éthiopiens hostiles au Négus. Et ces soldats vont être littéralement pris en tenaille par les Britanniques et leurs recrues sud-africaines, rhodésiennes, kenyanes et nigérianes. I remember in King's College, Lagos, there were activities there among the... Je me souviens qu'au King's College de Lagos, il y avait des étudiants engagés qui remettaient en question la domination coloniale en Afrique de l'Ouest. Ils furent arrêtés et certains furent même envoyés à la guerre. C'était une forme de punition. Cela a affecté les relations entre les leaders nationalistes et le pouvoir colonial. Car les nationalistes disaient « Cette guerre est-elle la nôtre ? Pourquoi participerions-nous à un conflit entre des pays d'Europe qui ont non seulement dépouillé le continent africain de son capital humain pendant des siècles, durant la traite des Noirs, mais qui en plus continuent à s'approprier les ressources des colonies. Bref, en quoi cette guerre nous concerne-t-elle ? D'un autre côté, il y avait aussi les leaders qui voyaient ou qui croyaient voir un enjeu plus important, la nécessité de vaincre le nazisme. Un an plus tard, les Britanniques, avec les mêmes soldats noirs issus de leur colonie, débarquent à Madagascar. Pour y affronter et pour y vaincre, les forces françaises restaient fidèles à Vichy. Ce n'est pas vraiment cette présence anglaise qui a laissé plus de traces à Madagascar, mais la confrontation entre les tirailleurs français, que les Malgaches appelaient les Sénégalais,
et les tirailleurs anglais, qui étaient les Zoulous. Et c'était quelque chose d'assez choquant pour la population malgache de voir des Blancs, en fait, des Anglais et des Français, faire se battre des Noirs. Et de se dire que les Blancs, ils mènent leur guerre à travers les Noirs. Enlève-moi toutes les affiches de Pétain. Colle celle-ci à la place. C'est lui, le nouveau chef de la France. Un général de brigade. 1942. L'Afrique occidentale française entre dans la guerre après son ralliement à la France libre. Un ralliement d'importance pour les troupes coloniales. Ils mettent un terme à leurs affrontements des deux côtés de la fracture française. Sergent. Oui? C'est quoi ça? C'est lui, De Gaulle. Le général de brigade. 2 étoiles. C'est le nouveau chef de la France. Lui, 2 étoiles? Oui. Maréchal, combien d'étoiles? 7 étoiles. Et lui commande la France maintenant? Oui. Brazzaville est devenue depuis 4 ans la capitale de la France libre. Charles de Gaulle y rend hommage en janvier 1944 à la participation des Africains à la lutte contre le nazisme. De Gaulle est par ailleurs conscient que ces mêmes Africains ont connu durant la guerre une fraternité des armes qui les a conduits à une réflexion politique plus avancée et qu'il faudra en tenir compte. Ce qui m'a frappé, moi en tout cas, c'était vraiment que les résolutions de Brazzaville aient été prises dans une conférence où il n'y avait aucun représentant délégué par les Africains. S'il y avait des hommes de couleur comme Boué, ils étaient en tant que fonctionnaires, en tant que responsables de l'État français. Il n'y avait aucun représentant d'un groupe social ou d'un groupe intellectuel ou des Africains. C'était une conférence pour les Africains, sans les Africains. Porté par le serment que leur avait fait à Koufra en Libye le colonel Leclerc, le serment d'aller avec elle jusqu'à Strasbourg, les troupes françaises noires débarquent en Italie. Puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Les troupes noires qui avaient été sur tous les fronts, à partir de 1944, on les a dégagées de certaines zones au nom du blanchiment des troupes. Parce qu'on ne souhaitait pas que les troupes noires puissent jouer de grands rôles dans des actes de libération de la France. On voulait bien indiquer que c'est les Français qui ont libéré la France, mais sans les troupes noires. Cela a été vécu comme une espèce de frustration. Donc, certains sont retournés vraiment l'amertume au cœur. Chacun avait un Sénégalais devant lui, c'est-à-dire un grand monsieur par rapport à nous. Et le Sénégalais s'est déshabillé en gardant le caleçon long. Nous, on a enlevé notre petit truc civil et on a remis le pantalon, etc. Du Sénégalais. On ne voyait plus nos mains. Ça me faisait mal au cœur parce que je me suis dit, ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'exercice, qui n'ont rien fait, qui vont se mettre à la bataille, comment ils vont s'en sortir? Et personnellement, je ne voulais même pas partir, moi je ne voulais pas laisser mes camarades, je voulais rester là. Aussi bien les journaux de marche et des opérations que les rapports des autres officiers français de l'armée ne donnaient aucune explication vraiment valable des raisons de ce blanchiment. C'était toujours le problème de climat et tout. En fait, la véritable explication tient au fait que De Gaulle souhaitait que la France soit libérée par des soldats blancs.
tout juste demandé leur indemnité pour pouvoir rentrer chez eux. Voilà. Ils ne l'ont pas eu. Ils ont eu la mort. En octobre 1944, le froid d'un hiver particulièrement rude, l'usure des soldats qui pour certains sont engagés sans répit depuis 2 ans, et la volonté des autorités de voir les jeunes Français participer plus activement au dernier feu de la libération conduisent, selon les termes d'époque, à blanchir les régiments sénégalais. Séparés des chefs qui les avaient conduits à la victoire, les tirailleurs vivent difficilement ce blanchiment, un sentiment que tempèrent les défilés de la victoire et la perspective d'un prochain rapatriement dans leur pays d'origine. À Morlaix, le 3 novembre 1944, doit appareiller le bateau le Circasia pour Dakar avec 2000 tirailleurs africains. 300 d'entre eux refusent d'embarquer car on leur a promis la régularisation de leurs papiers militaires avant de quitter le territoire français. Ils sont enfermés dans un hangar. Pour une cause insignifiante, la gendarmerie intervient et tire, faisant 7 blessés. Nous sommes le 11 novembre. Sur le Circasia, l'amertume grandit. 400 ex-prisonniers refusent de continuer le voyage et débarquent à Casablanca. Les 1280 soldats restants arrivent le 21 novembre à Dakar. Ils sont acheminés à la caserne de Tiaroy, proche de la ville. Ils sont déterminés à conserver leur grade FFI et à obtenir toutes leurs indemnités. Avant leur arrivée, le 18 novembre, un télégramme émanant de la direction des troupes coloniales indique expressément de régler au mieux et le plus rapidement possible les situations des militaires indigènes coloniaux. Quand ils sont arrivés à Dakar, il n'y avait absolument rien de prêt pour les accueillir, puisqu'un télégramme qui, en somme, organisait les démarches à effectuer, a été perdu, n'est jamais arrivé. A été perdu quand même bizarrement, étrangement. On l'a jamais retrouvé. En France, il y a certains qui avaient fait des promesses, peut-être sous l'effet d'une certaine présence américaine, parce que dans l'armée américaine, il y avait beaucoup de Noirs, et c'est sous la pression même des Noirs qu'on a accepté de leur donner des tenues américaines à la place des guenilles qu'ils portaient depuis 1940 au moment de leur capture par l'armée allemande. Mais quand ils sont arrivés ici, on leur a enlevé, on a confisqué les tenues que l'armée américaine leur avait données pour leur restituer leurs guenilles. Et à ce moment-là, ces soldats avaient l'impression de redevenir de simples sujets, sans droit. C'est-à-dire qu'on cherchait encore à les humilier. Le 28 novembre, à la caserne de Tiaroy, 500 soldats maliens ont ordre de rentrer chez eux. Ils refusent de prendre le train car ils n'ont toujours pas touché leur solde de guerre. Ils entament des palabres avec le général Dagnan en bloquant sa voiture. Pour le général, alors qu'il leur promet de vérifier les textes, le retour à la discipline et à l'obéissance s'impose. Quand un contingent est embarqué et rentre à Dakar, on les met au camp de Tiaroy. Mais dès avant leur arrivée en Afrique, ils posent un certain nombre de revendications. Qu'on leur change leurs habits, parce qu'ils avaient été prisonniers dans les camps allemands. Et en Allemagne, pour le travail qu'ils y faisaient comme prisonniers de guerre, ils avaient été rémunérés et ils avaient de l'argent allemand. Ils demandaient à ce qu'on leur change l'argent, le numéraire allemand en francs des colonies françaises. Également, ils revendiquaient qu'on leur paye leur solde pour avoir participé à la guerre. Et les soldats qui se trouvent au camp de Tiaroy, on leur promet d'abord en Europe que toutes leurs revendications seront satisfaites quand ils seront en Afrique. Arrivés en Afrique et rassemblés à Tiaroy dans la banlieue de Dakar, ils posent les mêmes revendications. On leur dit quand vous serez dans vos différents territoires, le problème sera réglé. Ils savent qu'on les mène en bateau et qu'il n'est pas question de quitter le camp de Tiaroy sans la satisfaction de leurs revendications. Ils prennent en otage quelques officiers, ce qui met en rage l'administration coloniale et l'administration militaire.
À l'aube, le camp est encerclé, on tire sur ces soldats qui reviennent de la guerre et du combat contre les Allemands. C'est des troupes françaises qui tirent contre eux. Officiellement, on déclare qu'il y a eu 35 morts et 35 blessés. Thiaroye, c'est vraiment un axe, disons, un nœud du conflit mémoriel entre la France et ses colonies. La France qui n'a jamais voulu reconnaître, disons, cette participation des tirailleurs sénégalais à sa libération en 1945, qui leur a octroyé certes les pensions légitimement et légalement dues, mais sans jamais leur verser une pension égale à celle qui était versée à ses propres soldats. Les tirailleurs vont pendant des décennies revendiquer un traitement égal comme cela était le cas devant les balles des forces ennemies, mais jamais ils n'ont réussi jusqu'à ce qu'un tirailleur porte plainte contre l'État français. Et c'est le jour où il remporte la victoire que la France se décide à le décorer, qu'il fait un pied de nez certainement à la France. Il meurt la veille de sa décoration. L'histoire de Dakar, en somme, c'est la confrontation entre deux mondes. Un monde de colonisateurs qui étaient restés confortablement à l'écart de la guerre et ces gens qui revenaient après avoir quand même souffert presque 5 ans affreusement. D'autre part, les FFI leur avaient donné des grades, et ces grades n'étaient pas reconnus par l'armée française. Or, eux voulaient être soldés aux grades qu'ils détenaient dans les forces françaises de l'intérieur. Alors, au lieu de ce qu'on appelle en France, en Afrique, des palabres, où tout s'arrange, après de longues discussions, les affaires se sont envenimées, on leur a tiré dessus. Un drame s'est déroulé à Thiaroye en novembre-décembre 1944 parce que des promesses avaient été faites aux anciens combattants. Ils devaient recevoir des pécules en France. On leur a dit d'aller à Thiaroye et qu'ils les recevraient à Thiaroye. À Thiaroye, ça a été du dilatoire. On négociait, le montant à donner. Vous ne méritez pas ça. Vous n'avez pas pu justifier le temps que vous avez passé au front. Donc, avec beaucoup d'humiliation. Nous avons droit à la prime de démobilisation, aux indemnités, aux pécules, au rappel du solde de guerre. Nos collègues français qui étaient avec nous et qui ont partagé avec nous les geôles allemandes sont venus à Morlaix dans le Finistère pour nous le confirmer. Nous les croyons. Devons-nous penser qu'il y a deux France, la métropole et la coloniale? Et ce qui devait arriver ou ce qui ne devait pas arriver est arrivé, parce que un général à l'époque, Dagnan, est venu vers le 26 novembre 1944 à Thiaroye essayer de négocier avec les anciens combattants qui ne voulaient pas quitter Thiaroye, qui ne voulaient pas rejoindre leur territoire avant d'avoir perçu leurs émoluments et leurs droits. Ça a mal tourné. Le général Dayan, qui était le commandant des troupes à Dakar, a été pris en otage. Nous souffrons beaucoup la guerre. Camp concentration. Nous mangeons. Catéfoule. Hein? Est-ce que tu comprends mon français? Tu ne comprends pas. Nous vivons beaucoup catastrophes suisses. Alors, tu comprends mon français? La guerre. Hein? Nous vivons beaucoup de cadavres. Ici, tous hommes, toi homme, moi homme, lui homme. Alors, tu comprends rien? Le général leur promet, sur son honneur de soldat, que, s'ils le libèrent, ils seront payés, ils le libèrent, en quoi ils ont été bien naïfs d'ailleurs, et dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 1944... On a tué à Thiaroye, au Sénégal. On en a massacré un peu partout, juste pour ne pas donner la pension. Il y a des gens qui, jusqu'à 102 ans, n'ont jamais touché leur pension avant leur mort. Et aujourd'hui, on n'a pas payé encore. Alors, nous vous parlons.
Thiaroye devient un lieu symbolique de la contestation anticoloniale. La poésie s'en empare. Il y a un poème très beau de Senghor, ô tirailleur noir, couché dans la glace et dans le sang, est-il vrai que la France n'est plus la France? Est-il vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage, etc. Sur la longue période qui s'achève, l'empire du silence aura finalement réussi à faire entendre sa voix. Encore faible, mais de plus en plus affirmée. Il lui aura fallu pour cela surmonter de multiples traumatismes. Pourquoi on nous a oubliés? Et pourquoi il faut nous oublier? C'est ça que j'ai à dire. On nous a oubliés. Beaucoup. Voilà. Officiellement, on a dénombré 35 morts, 35 blessés graves, une centaine de blessés. Il y a eu 34 arrêtés qui ont été par la suite jugés et condamnés entre 1 an et 10 ans de prison. Ça a été une situation catastrophique, mais compréhensible, on peut l'expliquer. Puisque ces soldats revenus de la guerre, qui ont une nouvelle conscience, qui risquent de se diffuser dans la population et qui revendiquent, constituent pour l'autorité coloniale qui cherche à maintenir le statu quo un danger potentiel. Dans la même logique que celle qui a conduit au massacre de Thiaroye, les pensions des anciens militaires africains ont été cristallisées à leur niveau de 1959 par les autorités françaises. Les autorités françaises ont décidé à tort du fait que les pays sont entrés à l'indépendance, que les Français soldats à l'époque ont perdu la nationalité française, qu'il fallait bloquer parce qu'ils n'avaient plus le droit. Or, il y a un code des pensions en 1951 établi par les Français qui n'avait pas exigé la nationalité française pour avoir droit et accès à la pension. Les combattants coloniaux, comme après la guerre de 14-18 d'ailleurs, ont été traités d'une manière très différente de leurs camarades européens. Ainsi, en 1960, plutôt à la fin de 1959, un décret a dit qu'étant donné qu'ils n'étaient plus citoyens, sujets français, leur pension serait cristallisée, c'est-à-dire qu'elle n'augmenterait plus, qu'elle resterait gelée au taux du 1er janvier 1960. Depuis, au gré d'intérêts économiques et stratégiques de la France, des visites de présidents de la République ont fait quelques réajustements. Mais ce n'est pas encore, et de très loin, au taux pratiqué pour les anciens combattants français. Par 6 mois, nous avons 57 700 par mois, par semestre. Ils ont cristallisé nos pensions. Ils ont cristallisé nos pensions. Nous touchons la quart des pensions françaises. Et c'est maintenant qu'il veut régulariser ça. Depuis, il parle, ça n'a pas encore arrivé. Ouais. Ils vont valoriser notre pension. Ça n'est pas fait, ça a été dit, ça a été un peu partout dit, que les journaux, les journalistes, les historiens, tout ça. Mais jusqu'ici, rien, on n'a rien vu, il n'y a que des promesses. Voilà le message. Il n'y a que des promesses. On nous fait des promesses tout le temps. M. Chirac avait promis fermement que l'an 2000, ils vont rétablir ces anciens combattants dans le droit. Bon, ça n'a pas été fait. Bon, le président Wade, avant d'être président de la République, il a déjà intervenu plusieurs fois en France. On a toujours dit oui, mais jamais rien. Bon, en France, toutes les associations d'anciens combattants, tous se sont impliqués pour que nous soyons rétablis dans nos droits. En 1945, les troupes africaines encore cantonnées en France et en attente d'embarquement apprennent la tragédie de Thiaroye. Furieux, les soldats coloniaux font acte d'indiscipline. On disait que les Sénégalais
les Mauritaniens, les Maliens, les Burkina Faso, eux, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a des maladies au Sénégal. Et ce n'était pas vrai, c'était faux, c'était à cause de Thiaroye. Alors, à ce moment, on a donné l'ordre, on ne s'alliait pas l'officier français. On était passé contre les Français à ce moment. Ce qu'ils ont fait à Thiaroye et ce qu'ils ont fait les militaires, les prisonniers. On dit qu'on ne s'allie personne. Alors, il y avait un Ivoirien qui était à Sarfayel, alors qui a rencontré les patrouilles français. Il n'a pas s'allié. Le lieutenant lui a appelé, lui a demandé pourquoi il n'a pas s'allié. Il dit qu'on ne s'allie pas les Français maintenant. Il a tiré sur lui, il a tué les soldats. Après 4 ans de captivité, dans les camps de travaux forcés, en novembre 1944, plus d'1 millier de tirailleurs sénégalais embarquent de Morlaix pour le camp de transit de Thiaroye au Sénégal. Avant leur départ, l'armée française doit leur verser 1/4 de leur solde de captivité. On leur promet le reste une fois sur place. Pendant leur voyage, les règles de paiement changent. Les tirailleurs se sentent floués et refusent de quitter le camp. La tension monte à Thiaroye. On a débarqué à un port, Morlaix. Embarqué Morlaix pour venir de Dakar. Arrivé à Dakar, on t'amène directement à Thiaroye. C'est là-bas que les Français ils ont tiré sur nous. Le 1er décembre 1944, vers 9h30 du matin, les tirs ont en effet éclaté. L'armée française a encerclé le camp, rassemblé les soldats dans la cour. Bilan officiel, 35 morts, 35 blessés, 34 seront condamnés pour refus d'obéissance, outrage et rébellion. Ils écoperont de 1 à 10 ans de prison. Donc les officiels, ils ont considéré en rébellion, avec désobéissance. Et il était clair qu'il fallait qu'ils montrent à la face de tout du monde qu'il fallait qu'ils rentrent dans le rang. Et la version officielle dit que ce sont les mutins qui ont tiré les premiers et que c'est donc une riposte armée. Armel Mabon a rouvert toutes les archives, de Paris à Dakar, pour tenter de comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Pour cet ancien haut gradé de l'armée, plus de doute possible. Il est manifeste à travers les documents qu'il n'y avait pas d'armes dans le dépôt, donc c'est une fable. Donc on a affaire à des gens rassemblés sur un terrain, sur qui on a tiré, des gens sans défense. Donc on est bien sur un massacre, on n'est pas sur une mutinerie. Ces documents, ce sont les différents rapports de l'armée. Il y a d'abord le rapport du général Dagnan, ignorant certaines revendications financières des tirailleurs. Puis le rapport Salmon, dans lequel figure un trou dans la chronologie, précisément au moment des tirs. Enfin, le rapport Lemasson, qui prouverait la thèse de la préméditation. Le 1er décembre, vers 6h45, je fus prévenu que la force armée intervenait pour réduire les rebelles. Et en militaire, quand on dit réduire, c'est ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas de... Il s'agit de réduire, donc de mettre hors du système. Donc, dès ce moment-là, pour moi, il y a préméditation. Si à 6h45, un officier dit qu'il devait donc laisser la place aux automitrailleuses, c'est pas parce qu'il y a eu des tirs de mutin à 9h ou à 8h45, c'est pas parce qu'ils ont senti une pression, ça avait été donc décidé avant. Aucun survivant connu aujourd'hui du massacre de Thiaroye. Yves Abibou est le fils d'Antoine Abibou, tirailleur sénégalais, condamné à 10 ans de prison en tant que meneur de la mutinerie. Les lettres de sa famille et de sa marraine de guerre n'ont pas suffi à lui épargner la détention. Je viens par cette lettre solliciter votre bienveillante attention. Je ne suis qu'une modeste ouvrière et je ne sais si je vais pouvoir me faire comprendre. J'ai connu à Rennes un Sénégalais du nom d'Antoine Abibou. Le 1er décembre 1944, il a été arrêté à Dakar et jeté en prison à Thiès, où il est toujours. Aussi, monsieur le gouverneur, je viens vous demander humblement, en récompense de son courage et de son dévouement à la France qu'il aime tant, ne serait-il pas de votre pouvoir de lui accorder son recours en grâce? S'il vous faut des signatures, je peux vous en envoyer autant que vous en voudrez pour témoigner en sa faveur. J'ai été mis en présence de documents du procès. On le traîne vraiment dans la boue.
alors que les éléments qu'on connaît aujourd'hui montrent que tout ce qu'il disait était vrai, quoi. Donc moi, plus je creuse, plus c'est pire, en fait. Hein. C'est donc maintenant, bon, oui, j'ai besoin qu'on aille jusqu'au bout, que l'État français, comme il l'a fait par ailleurs, reconnaisse que là, il y a eu quelque chose qui est un crime d'État, tout simplement. Voilà, que sa dignité soit réhabilitée, que les choses soient réparées. Un début de réparation à Dakar, le 12 octobre 2012, lorsque François Hollande parle enfin de Thiaroye. La part d'ombre de notre histoire, c'est aussi la répression sanglante qui, en 1944, au camp de Thiaroye, provoqua la mort de 35 soldats africains qui s'étaient pourtant battus pour la France. 70 ans après, le bilan des morts reste douteux et certains contestent l'existence même d'un massacre. Le président de la République s'est engagé à restituer toutes les archives au Sénégal. Le ministère de la Justice examine l'opportunité d'un procès en révision. Une page d'histoire à présent avec cette décision de justice rendue lundi en France. La Cour de cassation a rejeté la demande de révision pour un tirailleur sénégalais, en réalité un Dahoméen, condamné à 10 ans de prison et à la dégradation militaire pour avoir participé au soulèvement de Thiaroye, un camp près de Dakar. C'était le 1er décembre 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'armée coloniale avait ouvert le feu sur des militaires qui réclamaient le paiement de leurs soldes et de leurs indemnités. On voit là les images du film de Saint-Ben Ousmane sur cette page d'histoire. Officiellement, la France reconnaît 35 morts. En réalité, cela, ça pourrait être beaucoup plus que ça. Alors, on va analyser cette décision de justice avec l'historienne Armelle Mabon. Nous la retrouverons par Skype. Mais avant cela, je vous propose d'écouter Yves Habibou. Il a 63 ans. C'est lui qui a porté le combat devant la Cour de cassation pour la réhabilitation de son défunt père. Nous l'avons joint par téléphone. On écoute sa réaction. Voilà une occasion ratée de faire que je puisse avoir confiance dans la justice de mon pays, de réparer quelque chose qui a eu lieu il y a 71 ans. Je veux dire, ça coûtait pas grand-chose de dire oui, allons plus loin, réouvrons ce dossier. Donc je suis déçu. J'ai besoin que mon père soit réhabilité parce qu'il a été injustement condamné pour des faits qui n'ont jamais existé. Parce que cette injustice crée chez moi une grande souffrance. Et je pense que pour tout le monde, comme pour moi, il est important que la justice passe. Et on retrouve Armelle Mabon. Armelle Mabon, bonjour. Vous êtes historienne, enseignant-chercheur à l'Université de Bretagne Sud et spécialiste de l'histoire des soldats indigènes. C'est comme ça qu'on les appelait sous la colonisation. Alors, on vient d'entendre Monsieur Habibou. Il y a beaucoup d'émotions. 71 ans après, on a l'impression que les blessures de cette page d'histoire sont toujours à vif. Oui, effectivement, parce qu'il y a c'est jamais cicatrisé. On peut rien cicatriser dès lors qu'il y a un mensonge qui a été donc fabriqué en 1944, puis 45, et encore aujourd'hui, et la preuve en est avec ce jugement. De quoi s'agit-il quand vous parlez de mensonge, c'est-à-dire que les faits tels qu'ils sont présentés ne sont pas exacts? Ah non, les faits ont été trafiqués. C'est vraiment un camouflage d'un massacre prémédité, d'une spoliation des soldes de captivité, d'un nombre de morts avec un bilan des victimes beaucoup plus important. Et voilà, c'est l'histoire des condamnés qui ont été injustement condamnés, mais c'est aussi par rapport à l'hommage qu'on doit rendre aussi aux victimes. Là, je rebondis sur ce que disait Yves Habibou, parce que il a rencontré justement Biram Sangor, qui est le fils, lui, d'une victime de Thiaroye. Cet homme, qui a près de 80 ans maintenant, s'est rendu chaque année sur la tombe de son père, sur une tombe anonyme au cimetière militaire de Thiaroye, et c'est lors du discours de François Hollande qu'il apprend qu'en fin de compte, son père n'est pas enterré dans ce cimetière. Le président Hollande dit que l'endroit de leur sépulture demeure inconnu. Ce n'est pas vrai. Les autorités françaises à Dakar, par exemple, ont la cartographie des fosses communes. Donc pour Biram Sangor, c'est encore très très violent. Il est encore marqué par le fait qu'il n'a jamais connu son père. Il a réclamé auprès de la France depuis des années que son père obtienne la mention mort pour la France et qu'il puisse y avoir lui les droits d'orphelin. Il n'a soit jamais eu de réponse. Et là, par exemple, sa dernière lettre, c'est tout récent, c'est en septembre 2015, au ministre de la Défense et au président de la République française et à Macky Sall, président de la République du Sénégal, et il n'a toujours pas eu de réponse. Madame Mabon, ce soulèvement, il est présenté officiellement comme une mutinerie. On parle de 35 morts. Est-ce que c'est la vérité historique? Alors, évidemment, on peut dire que c'est un mensonge d'État, dans la mesure où ce sont les rapports des officiers ont été écrits sur ordre pour
camoufler donc ce massacre qui est prémédité, mais il a fallu beaucoup de temps pour déterminer ce mensonge d'État. Il a fallu confronter tous les rapports et puis découvrir que des documents ont été écrits après le massacre, mais avec une date antérieure au massacre. Ce sont c'est vraiment au final, il fallait camoufler aussi la spoliation des soldes de captivité, camoufler le nombre de morts qui est peut-être 10 fois plus important que celui annoncé officiellement. Et cette vérité commence à faire jour. Mais en un mot, vous diriez que cette décision de la Cour de cassation, c'est un rendez-vous manqué avec l'histoire? Alors, disons que c'est terrible. C'est vrai que ce jugement, il est terrible parce que les magistrats n'ont pas pris en compte le fait nouveau, majeur, fondamental, qui est qu'en fin de compte, il n'y a jamais eu de rébellion armée, de mutinerie. Mais au final, peut-être que c'est pas un rendez-vous manqué, parce que Christiane Taubira, la garde des Sceaux, a encore la possibilité de saisir la même commission d'instruction, mais alors pour les 34 condamnés. Et il faut qu'elle le fasse, parce que le jugement ne peut pas inscrire dans le marbre cette histoire officielle mensongère. Ce n'est pas possible. Donc c'est à Christiane Taubira de prendre la responsabilité, parce qu'elle sait que tous ces hommes sont innocents et que le Tiaroy, ce n'est pas une rébellion armée, c'est bien un massacre prémédité. Armelle Mabon, historienne et chercheuse à l'Université de Bretagne Sud, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Roger Bocandé appartenait au bataillon de Saint-Louis qui a encerclé le camp de Tiaroy. Il était tireur d'élite et avait 22 ans. Moi, comme j'étais en première ligne, je voyais tout. Alors, il y avait des soldats français qui étaient sur des espèces de chars. Je ne sais pas ce que c'est. Et il y avait un officier français qui avait tenu son espèce de fusil mitrailleur. Alors lui, comme il parlait beaucoup, il a énervé les officiers, parce qu'il y avait beaucoup d'officiers parmi eux. Enfin, qu'ils aient volé les grades, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, on voyait bien qu'ils avaient des galons. Les anciens prisonniers. C'est les anciens prisonniers. Ils avaient beaucoup de galons, beaucoup de décorations, et on voyait qu'ils n'avaient pas peur. Alors, quelques-uns sont sortis des rangs, ils ont giflé l'officier qui était sur l'espèce de char. Ils l'ont giflé. Alors, les Français ont compris que ces gens-là n'avaient rien à faire. Ils n'ont peur de rien. Ils ont tiré une rafale. C'est fini. Alors moi, c'est la première fois que je voyais tomber des personnes. C'est mon ami Nicolas Ndiaye qui me disait, ils sont morts. Je dis, comment ils sont morts? Il me dit, si, ils sont morts. Tu vois, ils ont tiré. President Truman announced the official surrender. This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. L'une des premières conséquences institutionnelles de la fin de la guerre est la création en juin 1945 de l'Organisation des Nations Unies. Sa charte affirme d'emblée le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et 3 ans plus tard, la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame dans son préambule que les hommes doivent être protégés contre toute forme de tyrannie et d'oppression. Monsieur le Président, l'Assemblée générale des Nations Unies est sur le point de clore sa session en statuant sur le projet de déclaration que la Commission a voulu faire appeler Déclaration universelle des droits de l'homme.
Je tiens à vous rappeler qu'en 1945, au moment de la création des Nations Unies, il n'y avait que 3 États indépendants africains. Vous aviez l'Égypte, le Libéria et l'Éthiopie. Les 50 autres États étaient des colonies. Au lendemain de la guerre, la carte politique de l'Afrique est inchangée, ou presque, bien calée dans ses frontières artificielles. Mais ce qui a changé dans cette Afrique apparemment immuable, c'est la mentalité des Africains. Les combattants ont connu la fraternité des armes. Ils ont rencontré d'autres Africains et d'autres soldats noirs américains, messagers d'un mythe émancipateur. Et cette ouverture au monde, ces combattants vont en parler, en ville, au village ou en famille. En même temps qu'elles fournissaient des hommes, les colonies africaines ont aussi apporté à la France un secours efficace en argent, en matières premières et en denrées alimentaires. On se trompe souvent en pensant que l'Afrique n'a contribué que sur le plan démographique seulement. Cela est totalement faux. Non seulement les colonies ont été obligées de fournir tout ce qu'elles avaient de meilleur, à savoir l'arachide pour le Sénégal, les bananes pour la Guinée, les oranges pour la Côte d'Ivoire, le café, le cacao pour la Côte d'Ivoire, du bétail pour le Mali et le Niger, etc. Mais il y a eu surtout la participation financière. Des opérations de dons volontaires ont été organisées. On a organisé des quêtes, on a organisé des souscriptions. Les populations y ont participé, ça a représenté des sommes considérables qui ont été envoyées pour soutenir l'effort de guerre en France. En retour, on devrait leur accorder la même chose dans leur propre pays. Ils sont revenus avec une mentalité totalement nouvelle. Et les archives parlent de la mentalité nouvelle de l'ethnie Wolof. Ils n'acceptent plus l'injustice. Ils n'acceptent plus l'infériorité. Ils n'acceptent plus qu'un blanc les toise du regard. Ils n'acceptent plus qu'on les humilie. Ils n'acceptent plus qu'on les traite comme s'ils étaient des moins que rien. Parce qu'ils avaient participé à la guerre, ils avaient pu voir que le blanc n'était pas invincible. En regardant, en suivant la documentation, qu'il y a eu une série de provocations méthodiquement distillées pour opérer la répression afin de faire peur à tous ceux qui étaient susceptibles de parler d'indépendance ou d'autonomie. Parce que De Gaulle à Brazzaville a été très net. Pas question d'autonomie, pas question d'indépendance, tout dans le cadre français. Les choses ont été très nettes. Les anciens combattants ont joué un rôle important dans la prise de conscience politique qui a conduit aux indépendances africaines dans les années 60. Ils ont vu de près le monde occidental, en ont compris les faiblesses, se sont servis de ce qu'ils avaient acquis là-bas comme expérience dans leur lutte contre le colonialisme. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait eu une dissidence panafricaine dans l'armée française. Parce que tout de même, Thiaroye, ce n'était pas simplement des tirailleurs sénégalais. C'était ceux qu'on appelait à l'époque les Voltaïques, aujourd'hui les Burkinabés, les Dahoméens, aujourd'hui les Béninois, les Soudanais, aujourd'hui les Maliens, etc. Les Sénégalais, évidemment, ce sont tous ces gens-là qui se sont concertés et qui ont dit on ne peut pas aller plus loin, notre dignité d'homme est en cause, la dignité de l'homme en général. Les droits revendiqués par ces ex-prisonniers étaient légitimes, comme l'attestent les documents officiels. Ces hommes ne devraient-ils pas obtenir réparation ? La guerre, qui est une accoucheuse de révolution, a
créé une ambiance et même a éveillé un nationalisme, des revendications qui ne paraissaient pas évidentes ni normales autrefois, avant-guerre. Qu'il y a eu aussi Brazzaville, malgré ses restrictions, qu'il y a eu les condamnations. Il y a eu des gens de mon pays qui ont été condamnés à mort et fusillés pour gaullisme. Que tout cela ne pouvait conduire qu'à une chose, c'est de dire non, après cette guerre, nous ne pouvons plus rester ce que nous étions. Au crépuscule de l'homme blanc qui se précise, va répondre l'ouragan africain. De nombreux libérateurs, parmi lesquels les figures charismatiques de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba ou de Nelson Mandela, vont conquérir de hautes luttes et souvent au prix de leur vie, l'émancipation à laquelle rêvaient depuis plus d'un demi-siècle les Africains. Il semblerait que d'abord les troupes allemandes craignaient beaucoup les combattants africains, parce que souvent c'était les derniers à rester sur le champ de bataille. Je crois que c'est ce qui s'est passé à Irène. Alors donc en fait le capitaine Nturiere, il a juste été quelqu'un qui essayait de suivre un ordre de la hiérarchie. En fait, juste au moment où les troupes se retirent, et on demande à la 53e de tenir bon jusqu'au bout. De tenir bon jusqu'au bout. En fait, il a appliqué ce tordre à la lettre, et il a dit, bon, donc la 53e ne recule pas. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, comme dit l'ordre. Et c'est ça qui a permis qu'à ce que eux, ils reculent pas. Et donc, il est fait état, et c'est même les Allemands aussi eux-mêmes qui louaient leur courage, en fait. Donc, c'est que quand ils avaient plus de munitions, ils y allaient, mais vraiment, avec tout leur tripes, ils montaient au front, et avec des espèces de machettes, mais machettes coupées au milieu, en fait. Les machettes actuelles que nous avons actuellement sont un peu comme coupées à moitié, et ils appelaient ça des coupe-coupe ou des douk-douk, et avec ça, ils attaquaient, ils allaient au front, n'ayant plus de munitions, traverser les balles et avec courage. Et mon grand-père justement me disait, donc ce courage-là, on était obligé parce qu'on était acculés et les Allemands, ils étaient plus forts et nous, on n'avait pas du tout autant de moyens qu'eux. Et donc, il fallait absolument y aller. Et donc, moi, je pense que poussés dans leur retranchement, ils étaient obligés d'être courageux comme ça. Ça a permis à ce que les Allemands aussi aient peur d'eux et ils trouvent qu'eux aussi soient des bons combattants. Puis au sein de nous, on les a incorporés, c'était pour mettre en première ligne aussi, hein, en général. C'est-à-dire ils étaient exposés au moins autant que les Blancs, hein. Voire plus. C'est humain. Hein. On défend chacun sa peau, hein. Bon. C'est malheureux de le dire, mais c'est un peu ça, hein. Mais c'est des choses, là vous l'enregistrez, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est des choses qu'on ne doit pas dire. Mais c'était quand même, pour les Allemands, c'était des sous-hommes. Les Noirs, c'était des sous-hommes, hein. Bon. Et qu'ils étaient aussi combattants qu'eux et tout ce qui s'ensuit. Même, enfin égal aux Allemands, parce qu'ils ne combattaient pas avec les mêmes armes. Hein. C'est ça qui est, bon, enfin c'est comme ça, mais considérés comme des sous-hommes, hein. Qu'il a fallu abattre pratiquement comme des chiens. Et puis là dans l'armée française, il n'y a plus personne pour les défendre. Donc, nous, on devrait nous considérer. On nous a humiliés d'ailleurs. Ça, je veux dire, humiliés. Parce que on a été avec eux, au feu, au débarquement, partout, jusqu'en Allemagne, traverser le Rhin, avec tout ce qu'on appelait les canons et tout ça là. Mais après c'était bien quand on passait. C'était la victoire. Chaque fois, n'est-ce pas, qu'on rentrait dans une ville. Victoire, et puis dadala, tout ça là. Mais c'était bien. Mais après la guerre, on nous a oubliés. Parce qu'on nous a, après la guerre, c'était le rassemblement à Frégis. Et à Frégis,
on ne mangeait pas bien. Vous voyez déjà là où comment ça se fait. Là, c'était cristallisé depuis 1959. Hein? Alors, depuis lors, les pensions, non seulement les pensions des anciens combattants, des anciens militaires, mais tout ce qui était de la France d'outre-mer. Voilà. Hein? Tout ce qui n'était à l'indépendance, tous les pays qui étaient à l'indépendance en ce moment ont eu leurs pensions cristallisées. Il y a quelque temps, on était 40 000. Mais maintenant, si on te parle, on n'est même pas 20 000, 8 000 et quelques. Il n'y en a pas. On a diminué. Ça, c'est l'intérêt de la France, c'est ce qu'ils cherchaient. C'est qu'elle cherchait la France. Maintenant, commencez à payer. Payer. Mais, quelle façon de payer? On ne peut pas. Et c'est ça très dérisoire, ce qu'on appelle, par rapport à ce qu'ils nous doivent, eux. Pendant la guerre, quand les balles crépitaient, il n'y avait pas de régime de vie, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de blanc et de noir. Et plutôt, c'est plutôt les noirs qui succombaient. Même pendant la captivité. Même pendant la captivité. Les privations, on ne peut pas tout raconter. On ne croirait même pas. Si on racontait ce que nous avons vécu dans les camps de concentration, on ne croirait pas. Hein. Ah non. Que les gens vivaient avec le gazon. Jusqu'à bouillir le gazon. Des chats qui circulaient de chiens. Non, par question. Il me paraît important que par devoir de justice, la France ait conscience qu'elle nous doit une réparation, qu'elle a une dette morale vis-à-vis de nos ancêtres et des populations que nous représentons. Il ne faut pas que ça s'exprime uniquement à travers des discours éloquents. Il faut que ça s'exprime dans les actes. Il faut que les livres d'histoire soient réécrits. Le travail que je voulais faire au départ, c'était d'identifier tous les tirailleurs sénégalais qui sont venus sur le sol français. Et puis, peut-être les cimetières, photographier les tombes, faire un registre avec toutes les tombes et tout, identification et tout. Pour avoir la liste de ces combattants, j'ai saisi les services de l'armée au ministère de la Défense. On m'a orienté vers Metz. On dit que les archives, c'est là-bas. J'ai contacté Metz. Ils m'ont envoyé un CD avec entre 14 000 et 15 000 noms de tirailleurs, disant que c'est ce qu'ils avaient sous la main. Quand j'ai eu cette liste, alors 14, 15 000 noms, sous forme CD, c'est ingérable. Il fallait que je tire ça sur papier. Et bon, comme je ne travaille pas, je n'ai pas beaucoup de moyens. J'ai eu la chance de tomber sur une dame extraordinaire au ministère de la Défense. Parce que c'est elle que je l'ai contactée plusieurs fois. Elle a accepté de me tirer ces documents sur papier. 750 pages, ça fait. Bon. J'ai pris donc ces documents, ces pages, et je me suis dit, excusez-moi le terme, je suis un peu fouille-merde quelquefois. Je me suis dit, bon, ça ne me suffit pas. Les noms, d'accord, ils sont enterrés dans telle commune, mais il faut que je vérifie. J'ai commencé à appeler les communes. J'ai dit, bon, tiens, j'ai ici une liste de machins. Est-ce que vous avez des tirailleurs sénégalais enterrés dans votre... Oui, bon, est-ce que vous pouvez m'envoyer les listes que vous avez? Alors, évidemment, beaucoup m'ont envoyé les listes. Et en faisant des recoupements, j'ai vu que sur la liste envoyée par l'armée, sur la liste des communes, il y avait parfois des différences. Des noms qui figuraient sur une liste et pas sur l'autre, ou des noms qui complétaient. Et il y a un exemple qui est patent. J'ai contacté la commune de la Tête de Bouche en Gironde, là où il y avait un camp militaire où il y a les tirailleurs hivernaient là-bas, la formation des unités, il y a même des unités qui ont été créées là-bas. Et sur la liste envoyée par Metz, il y avait à peu près 600 noms de tirailleurs sénégalais qui sont morts et qui sont enterrés là-bas. Mais quand j'ai contacté la commune, la Tête de Bouche, ils m'ont envoyé 912 noms de tirailleurs sénégalais qui ont été enterrés. Ça fait une différence de d'environ 300 cadavres. J'ai signalé ça à l'armée. Et ils disaient, ah bon, je dis oui. Je leur ai dit, vous voyez, je suis en train de vous aider en faisant mes recoupements et tout. Donc ça les a beaucoup intéressés. Et comme j'ai appelé toutes les municipalités, machin, tout, je ne sais pas comment l'affaire s'est passée. Toujours est-il qu'un jour, c'était peut-être 4-6 mois après,
Un jour, j'appelle une municipalité, il y a une dame qui dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de tirailleurs sénégalais? Mais c'est un vent de folie ou quoi? Parce que maintenant, on ne respire plus. Tout le monde maintenant appelle le tirailleur sénégalais, s'intéresse au tirailleur sénégalais, qu'est-ce qui se passe, bon. Et elle me dit, c'est à un point tel que le ministère de la Défense nous a donné des instructions disant de ne plus communiquer des listes des tirailleurs au privé, aux particuliers, de les orienter tous vers Metz. Le tirailleur, hein, beaucoup de gens pensent que c'est un terme péjoratif, que ça veut dire quelqu'un qui ne sait pas combattre, qui tire en fuyant, etc. Ce n'est pas ça. Le colonel Maurice Rive, qui a écrit un excellent livre, qui est lui-même ancien d'une unité de tirailleurs sénégalais, a expliqué que les tirailleurs, ça a toujours existé, même dans l'armée de Napoléon. Ça existait dans l'armée russe, etc. Ce sont des soldats qui sont en avant et qui tirent en avançant pour faire reculer l'adversaire, pour faire reculer l'ennemi. Donc, c'est pour ça que les combattants africains qui étaient aux avant-postes, parce qu'ils étaient toujours devant, c'est eux qui étaient vraiment, qui allaient au choc. Selon vous, c'est important? Vous avez le sentiment qu'on ne l'a pas suffisamment rappelé, ce moment historique-là, 1857, 1945, notamment ces combattants africains? Vous pensez qu'aujourd'hui, ma question va être encore plus précise, de rappeler l'histoire, c'est important? Oui, absolument. Pour qui alors? Le titre n'est pas innocent. Je vous le dis tout de suite, le titre n'est pas innocent. Vous voyez bien, au secours de la France. On vient au secours de quelqu'un qui est en difficulté et qui a besoin de vous. J'ai voulu mettre la France un peu devant ses responsabilités parce que la France n'a jamais voulu assumer totalement son passé colonial. J'ai fait un pèlerinage. Alors d'abord, j'ai commencé par les services historiques de l'armée de terre, de la marine et de l'aviation à Vincennes. Après, j'ai été aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. J'ai denté la Bibliothèque nationale pour lire tous les journaux de cette époque. Et puis aussi l'Académie de la France d'outre-mer rue La Pérouse à Paris. Et puis alors après, je me suis souvent déplacé au Vietnam pour voir quelques archives, et puis il y en était 2 ou 3 fois au Sénégal, j'ai pu parler avec des historiens sénégalais. Et c'est des recherches, enfin votre travail d'historien amateur a duré combien de temps? Vous continuez maintenant à travailler dessus? Maintenant, je suis dans ma 29e année. J'ai le bac plus 29. Alors je vais vous dire que je suis quand même armé intellectuellement. Et concernant les tirailleurs malgaches, vous dites qu'on connaît mal leur histoire. Oui, on connaît mal leur histoire. Par exemple, au cours de la bataille de Reims en 1918, auparavant au chemin de Dames en 1917, en 40 sur la Meuse, à Birakem en tant qu'artilleur, ils ont écrit des pages de gloire et on n'a pas restitué ça. Et puis quelque chose que beaucoup de métropolitains de Français ne savent pas, c'est que comme leurs camarades sénégalais et vietnamiens, ils ont participé à la résistance. Par exemple, il y a eu un maquis à Rieum, dans la Haute-Garonne, qui était composé de malgaches. Comme il ne faut pas oublier qu'il y a eu une cinquantaine de tirailleurs sénégalais qui se sont battus au Vercors au mois de juin 1944. Alors tout ça, quand même, peut-être, il ne faudrait pas que ça tombe dans l'oubli, étant donné que bientôt nous n'allons plus exister. Mais je pense aussi qu'il faudrait relater cette affaire, cette histoire, dans les banlieues françaises actuellement. Parce qu'il y a des jeunes de la 2e ou la 3e génération de l'immigration qui ne savent plus ce qu'ils sont, ni français ou sénégalais, ni algériens. Alors que nous sommes battus avec leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères ont fait la guerre 14 et ils peuvent en être fiers parce que c'est la France. C'est la France, c'était l'armée française. Et puis il y a quelque chose ici en France, depuis un certain moment, des années maintenant. Avant, le 14 juillet, les anciens combattants étaient invités. Le 11 novembre, à la fin de la guerre, les anciens combattants étaient invités. Tout événement de guerre qui se faisait en France, les anciens combattants étaient invités. Il y avait une délégation qui venait pour assister. Mais maintenant, on voit des délégations étrangères qui viennent de l'autre côté, qui sont invitées, mais pas l'Afrique. Pas l'Afrique. Tout ça, c'est un manque de reconnaissance à ceux qui ont versé leur sang pour la liberté de la France. C'est un manque de reconnaissance.